Anastasia Colosimo, bonjour. Bonjour. Vous publiez un livre qui a pour titre Les bûchers de la liberté aux éditions Stock. En quelques mots, je vous présente. Vous êtes une jeune, et on se le voit très bien à la caméra, doctorante en théologie politique à Sciences Po. Vous avez suivi, ou vous suivez encore peut-être des études de droit et de criminologie à la faculté de Panthéon-Assas, et vous avez été visiting scholar à l'université de Columbia. Ce qui nous donne un livre qui tourne autour d'une question qui se pose aujourd'hui dans nos sociétés, puisqu'on en parle énormément, c'est le blasphème. Et votre livre revient un peu sur les origines, un peu beaucoup, sur les origines du blasphème, et puis ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Alors, il faudrait peut-être revenir justement à ses origines. Qu'est-ce que c'est que le blasphème ? Le blasphème, originellement, c'est ce péché qui est de mal parler de la divinité. Et quand je dis ça, il faut d'ailleurs pas forcément chercher du côté des monothéismes, puisque Socrate lui-même est condamné pour impiété. Donc c'est un problème qui précède même les monothéismes. Le blasphème, c'est donc dire du mal de la divinité sur laquelle repose en fait la cité, sur laquelle repose la communauté. C'est la vérité que tout le monde partage, la vérité divine que tout le monde partage. Le blasphémateur va dire du mal de cette divinité et du coup, il va remettre en cause en fait l'unité de la communauté. Donc vous dites que c'est politique. Et du coup, c'est politique. Alors, c'est toujours compliqué de dire c'est politique à ce stade-là, puisque historiquement, politique et religion, ça devient deux concepts séparés assez tardivement dans l'histoire du monde. Mais quand je dis que c'est politique, c'est que ça concerne la police, la cité. Ça concerne en fait le vivre ensemble, vraiment. On pourrait dire, aujourd'hui on parle de vivre ensemble, là c'est une question de vivre ensemble. Le blasphémateur, c'est pas un problème entre lui et Dieu, c'est aussi un problème entre lui et les autres, dont il ne veut pas partager la vérité. Alors, on a beaucoup évoqué ces temps-ci le blasphème musulman, enfin du côté des pays du Moyen-Orient. Cela dit, dans la chrétienté, il y a beaucoup de blasphème. Il y a beaucoup de blasphème, il y a beaucoup de procès en blasphème. C'est toujours intéressant de rappeler que le Christ est quand même crucifié parce qu'il blasphème. Et bon, l'Inquisition aussi, c'est des grands procès en blasphème. Donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est que, par ailleurs, le mot est revenu du monde musulman. C'est-à-dire que quand on parle du retour du blasphème, qui a accompagné à peu près le retour du religieux, on parle de la fatwa de l'ayatollah Khomeini contre Salman Rushdie, donc 1989. Donc, ce concept qui, par ailleurs, a traversé toute l'histoire de l'Occident, revient à la fin du XXe siècle par l'Orient et par cette fatwa qui est prononcée par Salman Rushdie. Mais est-ce que ça veut dire que le blasphème avait été pas abandonné, mais un peu oublié, le concept même de blasphème avait été oublié depuis les Lumières, c'est-à-dire au moment de la Révolution française, avec les philosophes comme Voltaire, jusqu'à ce moment-là? Ce qui est vrai pour la France, c'est qu'à partir de la Révolution française, le blasphème n'est plus vraiment une question centrale. D'ailleurs, ce qui s'opère, c'est plutôt le blasphème républicain. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va défendre la personne du président de la République, on va défendre le drapeau. Donc, il y a aussi un transfert de ce point de vue-là. Ce qui est vrai aussi, c'est que l'Occident, de manière générale, l'Europe, s'intéresse assez peu à la question du blasphème à partir du XVIIIe et jusqu'au XXe, parce qu'on est dans cette période, justement, où le religieux déserte aussi la sphère politique et la société. Et donc, à ce moment-là, ce retour du blasphème, il intervient par le Moyen-Orient. Il intervient par le Moyen-Orient et il reprend complètement... Pourquoi ? Alors pourquoi? Parce que le blasphème, c'est un outil politique. C'est ce que j'essaie de montrer. C'était un outil politique hier, ça redevient un outil politique. En Orient, c'est très simple. Alors, la fatwa de l'ayatollah Khomeini contre Salman Rushdie, c'est un coup politique formidable, puisque c'est le fait de déclarer à un moment que le monde musulman dans son entier, l'oumma entière, s'oppose aux mécréants de l'Occident, ce qui fait déjà impression d'un choc des civilisations, ce qui corrobore aussi cette guerre que doit mener l'Orient contre l'Occident et l'Occident contre l'Orient. Mais surtout, ça enferme tous les musulmans qui habitent en Occident, justement, dans ce piège où ils doivent choisir tout d'un coup, est-ce qu'ils appartiennent à l'Oumma ou est-ce qu'ils appartiennent à la nation dans laquelle souvent ils sont nés ou ils ont grandi. Et à ce moment-là, l'ayatollah Khomeini c'est exactement, connaît la portée de la fatwa qu'il va lancer contre Salman Rushdie? Bon, je pense que c'est
il y a une intelligence formidable derrière. Je pense que par ailleurs, il est lui-même dépassé par l'écho que ça trouve et qui est hallucinant. Mais pourquoi? Parce que la question du blasphème n'a pas non plus complètement déserté l'Europe, n'a pas complètement déserté l'Occident. Et en fait, bon nombre de pays européens ont encore des lois contre le blasphème qui sont en fait des lois d'ancien régime, mais qui sont restées souvent dans les codes. Mais cette loi s'est vue modifiée souvent, donc soit on garde encore l'interdiction pure du blasphème, souvent c'est devenu l'offense aux croyants. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à ce moment-là, il va y avoir une résonance en Europe toute particulière, puisque toutes les communautés vont se saisir de ça, en disant « Ah mais oui, c'est vrai, le blasphème existe, il faut l'interdire », et ça va devenir à ce moment-là une revendication communautaire. Oui, ce que vous dites, c'est qu'on n'emploie plus tellement en Occident le mot blasphème, mais c'est plutôt le mot offense. Bah, en fait, c'est très simple, c'est-à-dire que il y a un discours séculier qui est « Nous sommes pour la liberté d'expression ». Il y a un discours religieux qui Ouais, ça c'est dit le discours on général. va interdire le blasphème. Bon, le discours séculier dit mais nous, ça ne nous regarde pas le blasphème, c'est un discours religieux. Alors du coup, les religieux, très malins, disent non, non, mais ça n'a rien à voir avec le religieux. C'est une question d'offense aux croyants. C'est une question, on a le droit, en tant qu'homme, d'être protégé. C'est la protection d'autrui, ça rentre dans les droits de l'homme. Et donc tout d'un coup, au lieu d'avoir un combat entre un discours séculier et un discours religieux, ça devient un combat entre deux droits de l'homme. On dit mais non, non, on va limiter la liberté d'expression au nom même de ce qu'il a défini, et donc la protection d'autrui, la protection des sentiments d'autrui, la protection des croyants. On pourrait penser que c'est un moyen d'oppression à ce moment-là. En fait, c'est un moyen de réexister en tant que communauté pour les communautés, et c'est un moyen de pression. Déjà, c'est un moyen de pression sur les autres communautés. Donc, à quel point moi, j'existe en tant que communauté par rapport à une autre communauté, c'est ce qu'on va voir en France, entre la communauté musulmane et la communauté catholique, entre les associations catholiques et musulmanes, où il va y avoir une surenchère de procès. Mais c'est aussi un moyen de se réapproprier un héritage religieux qui a rencontré la modernité et donc qui souvent est mal compris et mal digéré. Il faut dire qu'en France, on a eu un certain nombre de lois qui ne portaient pas spécifiquement sur le blasphème, mais où finalement on retrouve un petit peu cette idée-là. Alors voilà, ça c'est formidable, c'est très vrai. Ce qui s'est passé, c'est que nous, aujourd'hui, la liberté d'expression en France, elle est régie par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Une grande loi qui abolit le délit d'opinion, qui est une très belle loi, type Troisième République. Ce qui se passe, c'est qu'en 1972, parce qu'il y a une mise en cause du racisme au niveau international, il y a un contexte national aussi de redécouverte du passé vichiste, et aussi d'une immigration assez nouvelle, donc une situation politique qu'on ne connaissait pas et sociale qu'on ne connaissait pas. On va faire cette loi en 1972 qui va en fait interdire la provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Qui est la loi de René Pleven, Qui est la loi de René 1972. Pleven. Voilà. Et ça interdit la provocation à la haine, à la discrimination et à la violence en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion, une ethnie, une nation ou une race. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir qu'à ce moment-là, on se représente la religion, l'appartenance religieuse comme l'appartenance raciale et l'appartenance ethnique, tout est un peu dans le même sac. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, la question religieuse n'est pas du tout dominante, ni en France, ni dans le monde. On est bien avant la révolution iranienne, enfin voilà, on est dans un moment où la question religieuse n'est pas du tout importante comme elle l'est aujourd'hui. Et ce qu'on va faire à ce moment-là, on pense avoir une bonne idée. On se dit, mais c'est formidable, les gens vont avoir peur de porter plainte sur les fondements de cette loi. Donc on va donner aux associations le pouvoir de porter plainte au nom des communautés. Et avec l'inflation religieuse, ce qui va se passer, c'est que cette loi qui paraît en fait au départ être une loi un peu gentille, où on se dit oui, il faut protéger les différentes communautés, va être une loi qui va être utilisée par les associations pour faire de véritables procès en blasphème. Et le procès contre Charlie Hebdo en 2007, c'est un exemple formidable de ça, puisqu'il n'y a pas de mise en cause des musulmans dans les caricatures de Charlie Hebdo. Les caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo. Il n'y a pas de mise en cause des musulmans, il n'y a pas de mise en cause des Arabes, il y a de mise en cause de personne. Il y a des caricatures du prophète Mahomet. Et donc ce procès, ça va être un procès en blasphème sur les fondements d'une loi que tout le monde trouve tout à fait républicaine et qui semble poser de problèmes à personne. Alors si je reviens à la France, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a toute une série de lois qui vont suivre la loi Pleven de 1972. C'est ça, parce que cette loi Pleven, elle va engendrer une communautarisation sauvage,
mais en plus aussi une inflation des lois. Ça va être la loi Guesso en 1990, suivie de la loi Taubira en 2001 sur la traite négrière, mais aussi la même année la loi sur le génocide arménien, puis en 2005, la loi sur le rôle positif de la présence française outre-mer. Et ensuite, en 2012, ces lois-là vont aussi être appliquées pour l'identité ou l'orientation sexuelle. Donc, ce qu'on va voir, c'est ce qui se passe, c'est vraiment une sorte d'inflation qui va aboutir d'ailleurs, et moi je pense qu'il y a une filiation là-dedans, plus on limite, avec la loi de Cazeneuve sur l'apologie du terrorisme. Et c'est les images qu'on a tous vues à la télé au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, où des enfants se retrouvaient au commissariat pour avoir dit qu'ils n'étaient pas Charlie. Alors, aujourd'hui, le regard que peut poser quelqu'un comme vous qui regardez cette chose ce concept de très près, Anastasia Colosimo, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Alors, est-ce que c'est d'abord toutes ces lois, est-ce qu'elles sont inutiles? Moi, je pense qu'elles sont non seulement, enfin non, elles sont pas inutiles. Moi, je pense qu'elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses parce que déjà, je pense il faut essayer de comprendre ce que c'est la parole. Il faut essayer déjà de différencier ce que c'est l'offense du préjudice. Heu, il faut sortir de la folie de se sentir offensé en permanence par les paroles des uns et des autres. Puisque en fait, cette manière de s'offenser toutes les secondes devient très rapidement une espèce de guerre de tous contre tous, et un moyen de pression aussi, qui sert souvent des intérêts, pas toujours, identifiés ou identifiables. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que, et ça c'est vraiment dangereux, c'est d'avoir donné ce pouvoir-là aux associations, puisque c'est avoir complètement pris le pouvoir, ou d'avoir donné ce pouvoir-là aux associations, c'est avoir vraiment enlevé en fait la souveraineté de ces cas-là au peuple. Par exemple, quand on pense au procès contre Charlie Hebdo en 2007, on voit très bien que le procès qui est fait, il est fait par des associations. L'impression qui est donnée à la population française, c'est que c'est les musulmans de France qui portent plainte contre Charlie Hebdo. Et donc, les musulmans se retrouvent aussi bloqués dans une situation qui est extrêmement complexe et qui les communautarise, vous voyez, contre leur gré. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, d'une part, il faut surtout faire en sorte que les associations n'aient pas ce pouvoir-là, parce qu'elles engendrent aussi une crise entre les communautés. Et il faut aussi se décrisper sur la parole, se décrisper sur le langage, et ne pas rentrer dans une paranoïa du langage. On détricote les lois? Alors ça, c'est la grande C'est pas facile. Bah, c'est pas facile du tout, parce que moi, je n'imagine pas très bien le parlementaire qui demain va arriver au Parlement en disant on abolit la loi Guesso, ou on abolit la loi Pleven. D'ailleurs, le message envoyé, ça serait allez-y, répandez-vous en insultes. Donc non, le message serait affreux. Et d'ailleurs, c'est bien ça le piège de ces lois, c'est qu'elles sont par définition indétricotables. Ce qu'on pourrait espérer, c'est une grande refonte de la loi de 1880, même si cette refonte serait regrettable, parce que il y a vraiment une beauté dans cette loi de 80. C'était des lois discutées pendant 3 ans au Parlement, enfin pas du tout comme les lois qu'on passe aujourd'hui, écrites dans l'après-midi et passées dans la nuit. Ce qu'il faudrait en tout cas, peut-être pas détricoter toutes les lois parce que ça paraît compliqué, mais surtout vraiment, vraiment refuser aux associations ce pouvoir-là. C'est-à-dire laisser du temps peut-être aux législateurs pour réfléchir aux derniers textes qui ont été écrits, et peut-être regarder aussi ce qui a été écrit dans Bien les sûr. années 1880, quoi. Bah, il faut penser des limites à la liberté d'expression. On ne vit pas dans un monde, et moi je ne pense pas qu'il puisse y avoir une liberté d'expression totale. Mais je pense que les actions sont des actions personnelles. On peut poser des limites à la liberté d'expression quand elles atteignent une personne. Quand elles atteignent un groupe, je pense que c'est absurde, parce qu'on n'a aucune définition de ce qu'est un groupe, et parce que le groupe est souvent, beaucoup plus souvent un fantasme qu'une réalité. Merci beaucoup, Anastasia Colosimo. Donc, je renvoie à votre livre, qui est un livre très riche et très complet, qui a pour titre donc les bûchers de la liberté, donc aux éditions Stock, un livre qui permet de mieux comprendre peut-être le monde aussi dans lequel nous vivons, et puis tout ce dont nous parlons aujourd'hui, peut-être un peu rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.